Bonjour. Donc, bienvenue au symposium organisé par FAST en partenariat avec Eurofarmat, que je remercie d'ailleurs de Eurofarmat de nous donner l'opportunité de discuter de ce sujet fort intéressant. Je vois que les participants sont en train de se connecter, donc je vais démarrer lentement. Je vais vous parler de l'identification unique des dispositifs médicaux au travers de 10 clés que j'ai estimées intéressantes pour maîtriser ce sujet. Bon, vous ne maîtriserez pas l'identification d'EDM à fond, bien sûr, après 40 minutes de webinaire, mais bon, j'espère que vous allez apprendre des choses intéressantes. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Normalement, on aura un quart d'heure, 20 minutes de temps dédié. Voilà, donc moi je suis Étienne Dubourdieu, pharmacien de formation et je travaille depuis quelques années maintenant chez FAST en tant que responsable de l'unité qui maintient le catalogue d'interopérabilité des dispositifs médicaux, dont je parlerai un petit peu au cours de la présentation, même si ce n'est pas le sujet principal. Voilà, donc je vais démarrer. Donc, tout d'abord, pour présenter la société dans laquelle je travaille, donc FAST, qui est une société fondée par un pharmacien hospitalier, il y a plus de 20 ans maintenant, et FAST contribue à la standardisation des échanges de données sur le circuit des médicaments et des DM à l'hôpital. C'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information de santé sur ces deux circuits tout particulièrement. Donc, on contribue à l'élaboration des standards d'interopérabilité chez FAST en participant à des groupes de travail. Voilà. Et puis, on assure la production des catalogues d'interopérabilité CIO, deux principaux catalogues, l'un CIO-DC qui porte sur les médicaments et l'autre CIO-DM qui porte sur les dispositifs médicaux. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais nos catalogues en fait portent une description standardisée des médicaments et des DM qui s'appuient notamment sur des terminologies internationales et avec des systèmes de codification, tout ça mis dans un format, je dirais, qui est intégrable automatiquement dans les logiciels des établissements de santé. Et pour ce faire, bien sûr, on travaille très étroitement avec les éditeurs de logiciels. Donc, ces catalogues d'interopérabilité, ils sont intégrés dans les logiciels des établissements de soins. Je dirais dans tout logiciel intervenant à un moment ou un autre du circuit des dispositifs médicaux ou des médicaments est susceptible d'intégrer en son sein les catalogues CIO-DC et CIO-DM. Il peut s'agir bien sûr des logiciels de PUI, mais également des logiciels de GEF, des logiciels de bloc, des dossiers patients informatisés ou des logiciels, par exemple, de gestion de stock. Aujourd'hui, 600 établissements de santé sont équipés avec nos catalogues. Alors, précisément 300 établissements pour ce qui concerne CIODM. Et ce sont des établissements publics, privés, à but lucratif, à but non lucratif, de toute taille, des petits établissements et des gros établissements, notamment des CHU, voilà, qui intègrent nos catalogues dans leur logiciel. Alors, passé cette introduction, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, le webinaire est intitulé 10 clés de compréhension, donc j'ai numéroté les diapositives. Donc, je vous propose comme première clé finalement de faire quelques rappels sur l'IUD, parce que sinon la suite de la présentation risque d'être incompréhensible pour certains participants. Je sais qu'il y a des participants d'horizons très divers aujourd'hui. J'espère que chacun va trouver des réponses à ces questions et un intérêt à participer à ce webinaire. Vous pourrez me le dire à la fin, au moment notamment en utilisant le sondage que passera Eurofarmat. Donc, l'identification unique des dispositifs médicaux, ça repose sur l'usage de standards gérés par des organismes de standardisation. En premier lieu, les organisations ISO et IEC,
qui produisent donc des standards de code barre et puis un gros standard qui décrit les fondements de ce que doit être un système d'identification unique, pas seulement des DM d'ailleurs. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des issuing entities, qui sont des organisations qui sont reconnues par l'ISO et qui, en respectant les fondements définis par l'ISO, eh bien, définissent leur propre système de codification. Un point important, c'est que l'usage des standards, les standards existent depuis de nombreuses années, mais là où vraiment on a un changement, c'est que l'usage de ces standards, il est rendu obligatoire par le régulateur via la publication de règlements régionaux et en particulier au niveau de l'Union européenne. Vous savez qu'on a le règlement 2017-747 proposé par la Commission européenne puis adopté après moultes années de négociations par le Parlement et le Conseil. Et, euh, et puis finalement, voilà, donc l'usage de ces standards est rendu obligatoire. Alors pour quelles raisons? Bien, c'est pour, je ne vais pas entrer dans les détails, on pourrait faire toute une présentation rien que là-dessus, mais il y a un objectif qui est d'améliorer l'identification des produits et leur traçabilité dans un objectif principal, en tout cas de sécurité sanitaire, via l'amélioration de tout ce qui est procédure de matériaux-vigilance, qu'il s'agit des alertes ascendantes, de leur évaluation par les autorités compétentes et également de la mise en œuvre des alertes descendantes, c'est-à-dire des actions correctives euh, transmises par les opérateurs économiques à leurs clients, en l'occurrence les hôpitaux, entre autres. Et tout ça, ça s'inscrit, c'est important aussi dans un contexte de mondialisation des échanges. Et donc, je précise que tous ces standards sont des standards internationaux. Alors, l'IUD, IUD, ça peut vouloir dire identification unique des DM. Dans ce cas-là, on parle d'un système. Et mais souvent, quand on parle d'IUD, on parle de l'identifiant unique des dispositifs médicaux. Alors, cet identifiant, là, je vais parler maintenant de l'IUD à l'échelle de l'Union européenne. Il y a d'autres régions que l'Union européenne ont imposé l'IUD avec des petites différences, notamment aux États-Unis. Donc là, pour la suite, je me focaliserai sur l'IUD en Europe. Donc l'IUD en Europe, eh bien, il est attribué par le fabricant du dispositif médical. Il doit être attribué pour tout DM mis sur le marché, à l'exception des DM sur mesure. Et tel que l'entend le règlement européen et la définition donnée par le règlement des DM sur mesure est très restrictive. Suivant, ensuite, l'identifiant doit être attribué par le fabricant en respectant un standard de codification reconnu par la Commission européenne. Il y a aujourd'hui 4 standards de codification reconnus. C'est donc les standards des 4 issuing agencies dont je vous ai parlé dans les diapositives précédentes. Et donc, l'identifiant IUD, c'est un identifiant qui est en fait composé de plusieurs éléments. D'une part, ce qu'on appelle l'IUD-ID, ou identifiant de dispositif, qui en gros identifie le modèle de DM et pour un conditionnement de données. Et ensuite, l'IUD-IP qui agrège donc une ou plusieurs données de production permettant de caractériser plus finement l'unité de production. Il peut s'agir du numéro de série, du numéro de lot, de la date de fabrication, de la date d'expiration. Dans le cas des logiciels considérés comme DM, il y aura un identifiant de logiciel. Je dirais qu'entre chacun de ces différents éléments, on pourrait mettre un et ou, puisque le fabricant dispose d'une relative liberté dans le choix de la ou des données qui vont composer son identifiant de production. La seule restriction aujourd'hui, la seule exigence à ce niveau-là, au niveau de la composition de l'IUD-IP, qui apparaît dans le règlement, elle concerne les DM implantables. Les DM implantables actifs doivent comporter, au niveau de leur IUD-IP, obligatoirement un numéro de série. Le fabricant peut ajouter d'autres informations, mais il doit à minima inclure dans son IUD-IP un numéro de série. Les autres DM implantables doivent comporter un minimum un numéro de série ou un numéro de lot. Alors, il existe 4 formats d'IUD-ID autorisés en Europe. Eh bien, un format
par Issuing Entity, Issuing Agency. Donc le GTIN chez GS1, l'UPN chez HIBC, le PPN chez IFA et le PPIC chez ICCBBA. Donc pour la suite de la présentation, je ne parlerai plus que du GTIN et du code UPN. Les deux autres standards, puisque en pratique, en tout cas en France et sur le marché hospitalier, à ma connaissance, seuls les standards GS1 et HIBC sont actuellement utilisés. Voilà. Mais les deux autres standards sont autorisés également par la Commission européenne. Alors donc, chaque standard définit son format d'IUDID. On verra qu'il y a par la suite qu'il y a quand même de nombreuses ressemblances finalement entre ces différents formats. Et chaque standard également propose un jeu de balises qui sont en fait des éléments structurels que le fabricant va devoir incorporer dans son IUD pour pouvoir finalement typer la nature des données qui sont retrouvées dans l'IUD, de manière à ce que cet IUD puisse, au moment où il est, je dirais, enregistré dans les logiciels des utilisateurs ou des distributeurs, il pourra être décomposé et on pourra récupérer les différents éléments le composant, notamment le GTIN, enfin l'IUDID de manière plus générale, mais les dates d'expiration, les numéros de lot, etc. Tous ces éléments ayant vocation à être derrière processés de manière spécifique. Voilà. Alors bien sûr, ces listes de balises ne sont pas du tout exhaustives, hein. Je crois que chez GSE, il y a à peu près il y a plusieurs centaines de balises, mais ce sont vraiment les balises qui sont utilisées pour encoder l'IUD en pratique. Donc, un exemple, donc bien sûr, l'identification unique des DM, ça a été introduit pour disposer d'identifiants partagés et tout l'intérêt, enfin, il n'y a d'intérêt qu'à condition, bien sûr, que cet identifiant soit enregistré par les différents acteurs intervenant tout au long, je dirais, de la vie du dispositif médical, de sa fabrication jusqu'à son utilisation. Et donc, notamment, il y a une exigence d'enregistrement de l'IUD par les établissements de santé. C'est une exigence européenne et qui est complétée au niveau national, donc puisqu'elle porte sur aujourd'hui l'ensemble des DM implantables soumis aux règles de traçabilité, c'est-à-dire l'ensemble des DMI à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse. Donc l'enregistrement de l'IUD va être effectué à l'hôpital ou ailleurs d'ailleurs par lecture du code barre apposé par le fabricant, ce code barre contenant l'IUD. Donc, la lecture va être effectuée à l'aide d'une douchette ou d'un PDA, et donc qui va restituer la chaîne de caractères encodée par le fabricant. Voilà, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un problème dans ma diapo, c'est pas grave. Et puis ensuite, cette chaîne de caractères, elle va être soumise à un programme d'analyse syntaxique qui va reconnaître le standard, le type de standard qui a été employé. Ici, c'est un standard GSM, et qui, sur la base connaissant, si vous voulez, les règles de syntaxe employées par le standard, eh bien, va pouvoir déconstruire la chaîne de caractères et, in fine, renvoyer les différentes données de cette chaîne de caractères dans les champs qui vont bien. Donc ici, un champ IUDID, ou plus précisément un champ de type GTIN, et puis ensuite un champ date d'expiration et un champ numéro de lot. Donc, on pourrait dire que à ce moment-là, l'obligation d'enregistrer l'IUD est remplie, mais je dirais que si on s'arrêtait là, ça ne servirait pas à grand-chose, hein. Du moins, l'intérêt serait assez limité. Il est important en fait de lier ces données de traçabilité à une fiche ou un identifiant euh, qui finalement décrit le modèle de dispositif médical. Ne serait-ce que parce qu'il y a des processus de facturation, de réassort, voilà, il faut décrémenter l'unité posée, enfin, il faut la décrémenter des stocks, etc. Donc, c'est important que je dirais, cette instance de traçabilité soit associée, soit liée à la fiche du modèle de DM qui a été scanné. Alors, maintenant, j'espère que je ne vais pas perdre. C'est une présentation qui est assez technique, hein.
Donc, je vais vous parler des identifiants de symbologie. Alors, je vous disais que le lecteur restitue une chaîne de caractères correspondant à la chaîne de caractères encodée par le fabricant. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le lecteur restitue une chaîne de caractères composée de deux types d'éléments. Vous avez un premier élément à gauche dont on va parler, et l'élément à droite, c'est la chaîne de caractères contenue dans le code barre, c'est-à-dire la chaîne de caractères encodée par le fabricant. Alors maintenant, l'élément de gauche, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'agit de ce qu'on appelle un identifiant de symbologie, ou un symbology ID en anglais. Donc c'est un préfixe euh, qui est composé de trois caractères, à savoir un crochet. On le reconnaît parce qu'il débute par un crochet ouvert. Donc un crochet ouvert suivi d'une lettre qui peut être en majuscule ou en minuscule et suivi d'un chiffre. Ce préfixe, c'est important de comprendre qu'il n'est pas contenu originellement dans la chaîne de caractères, il n'a pas été encodé par le fabricant, il est ajouté en fait par la douchette pour identifier le type de code barre cascadé la douchette. C'est-à-dire la douchette, si vous lui faites scanner un code barre linéaire, par exemple, ou un code barre data matrix, ou un code barre de type QR code, eh bien, en fait, la douchette, elle est en capacité de reconnaître qu'elle a scanné un code barre linéaire, un code barre data matrix ou un code barre QR code. Et selon le type de code barre qu'elle aura reconnu, elle va ajouter un préfixe, un identifiant de symbologie qui est spécifique à ce code barre. Alors, les identifiants de symbologie, c'est très important, enfin, c'est important pour sécuriser l'analyse syntaxique dans un contexte où vous pouvez trouver sur des produits des codes barres de nature différente avec des standards différents. Chez GS1, par exemple, dans les spécifications générales GS1, GS1 qui est donc le standard aujourd'hui le plus employé, eh bien, il est préconisé l'usage des balises est restreint à certains types de codes barres. C'est-à-dire qu'en principe, un logiciel qui implémenterait correctement les règles définies par GS1, je sais que il me semble que Laurence Azoulay est avec nous. Laurence, n'hésite pas à me corriger si jamais je dis des bêtises. Mais normalement, le logiciel, il doit, quand il reçoit la chaîne de caractères transmise par la douchette, le premier truc qu'il doit faire, c'est regarder les trois premiers caractères et regarder si l'identifiant de symbologie correspond à une liste d'identifiants de symbologie qui en fait eux-mêmes correspondent à des codes barres autorisés pour porter les balises. Voilà. Et donc, je précise que tous les lecteurs ne sont pas capables de transmettre les identifiants de symbologie. Et ceux qui en sont capables, eh bien, souvent, c'est une option qu'il faut activer. Voilà. Alors, je sais que en pratique, de nombreux établissements n'utilisent pas ces identifiants de symbologie, mais voilà, ça, faut savoir qu'il y a quand même des risques derrière de faire, de prendre de prendre des infos qui sont dans des codes barres pour des infos GS1 alors que c'est pas le cas, et donc d'enregistrer des données erronées. Alors, les caractères séparateurs, donc là, on est pareil dans des trucs un peu techniques, hein. Euh, alors, c'est les caractères séparateurs. C'est un truc particulier chez GS1. Peut-être qu'on retrouve ça dans d'autres standards. Mais donc, chez GS1, vous avez des balises qui définissent des champs de longueur fixe. Par exemple, la balise 0,1, ben, correspond à une gétine de longueur 14. Et ensuite, vous avez des balises qui sont associées à des champs de longueur variable. Par exemple, le numéro de lot, un numéro de série, peuvent faire jusqu'à, alors là peut-être je me trompe, il me semble que c'est 18 caractères, ou 20, enfin, bon, peu importe. En tout cas, ils ont une longueur variable. Et donc, si le fabricant souhaite encoder un champ de longueur variable suivi d'un autre champ de longueur variable, il va bien falloir à un moment donné intégrer dans la chaîne de caractères un élément qui va permettre au logiciel derrière de savoir que bien le champ numéro de lot se termine et donc le champ numéro de série commence. Alors, ça peut paraître étrange parce que vous, quand vous avez les codes barres GS1, sous le code barre, vous avez la partie en clair dans laquelle vous voyez que les balises sont placées entre parenthèses. Et donc,
de fait, on voit bien les séparateurs. Enfin, il n'y a pas besoin de séparateurs quelque part. Moi, on peut se dire ça. Sauf qu'en fait, les parenthèses ne sont pas encodées dans le code barre. Voilà. Donc, il faut vous dire que voilà, il n'y a pas de parenthèse et donc il faut un autre élément pour marquer la fin de la transition entre les champs de longueur variable. Donc, les séparateurs qui sont encodés par les fabricants, qui doivent être encodés, sont des caractères non imprimables, de caractère MFN-C1 ou groupe séparator. Bon, là, je vous renvoie aux spécifications de GS1 qui sont très bien faites. Et les séparateurs restitués par les lecteurs, donc doivent être encodés par le fabricant, ensuite qui doivent être restitués par le lecteur. Eh bien, il peut s'agir ou bien de caractères non imprimables, ou bien le lecteur peut convertir le caractère non imprimable en caractère imprimable, c'est-à-dire envoyer au logiciel le séparateur, par exemple, sous la forme d'un caractère arrobas ou sous la forme d'une suite de caractères crochet GS crochet. Voilà. Ça peut être intéressant lorsque comment dire, la chaîne doit être envoyée à des services web qui parfois qui ne gèrent pas forcément les caractères non imprimables. Un point important, je l'ai dit, les balises GS1 sont encodées sans les parenthèses. Et ensuite, il est important donc de ne pas, enfin, je rappelle qu'il ne faut pas saisir manuellement les informations lisibles en clair sous le code barre dans un champ qui est destiné à recevoir une chaîne de caractères acquise par une douchette, tout simplement parce que eh bien, les données qui figurent sous le code barre, en fait, il manque des caractères par rapport à ce qui est réellement encodé. Or, ces caractères, eh bien, le logiciel va s'attendre à les recevoir. Voilà. Et de toute manière, il est déconseillé de saisir manuellement des informations puisque vous risquez de faire des erreurs de retranscription, d'autant que les IUDID sont des codes assez longs, donc on fait facilement des erreurs. Donc là, c'est un exemple de code barre data matrix, ça pourrait être un code barre linéaire, peu importe, qui contient plusieurs informations, notamment un numéro de lot et puis ensuite un numéro de série. Donc vous avez la balise 01, la balise 17, la balise 10, la balise 21. Et donc, on a scanné ce code barre avec notre douchette chez Fast, qui est a priori bien paramétré, et qui donc, vous voyez, renvoie à la suite numéro de lot un caractère séparateur, parce qu'on l'a paramétré pour envoyer un caractère imprimable. Et cette chaîne de caractères est envoyée à notre programme d'analyse syntaxique qui s'appelle Parser.io, et du coup, Parser.io retourne un ensemble d'informations avec le contenu du code barre. Donc, on voit un numéro de lot, un numéro de série. Si ce caractère séparateur n'avait pas été restitué par la douchette, ou bien si il n'avait pas été encodé par le fabricant, ce qui peut arriver aussi, eh bien, on aurait eu, vous voyez, un résultat erroné avec un numéro de lot agrégé à un numéro de série. Puisque le logiciel n'aurait pas su à quel moment s'arrêter finalement le numéro de lot. Alors, la force de l'IUD, c'est que c'est un identifiant dont l'unicité est structurellement garantie. Alors pourquoi? Parce que chaque IUDID intègre en son sein un identifiant de société qui est, selon les standards, qui porte différents noms. Donc chez GS1, on appelle ça le Global Company Prefix. Et chez HIBC, c'est le Labeler Identification Code. Et cet identifiant est délivré au fabricant par l'issuing agency, propriétaire du standard euh, qu'aura choisi le fabricant. Donc le fabricant adhère à l'organisme en charge du standard et l'organisme lui délivre un identifiant de société que le fabricant devra intégrer dans chacun de ses IUDID. Pas que d'ailleurs, mais pour ce qui nous intéresse. De sorte que, si vous voulez, deux fabricants ne peuvent pas attribuer les mêmes IUD-ID à des dispositifs médicaux différents. Là, vous avez un exemple de code GTIN et un exemple de code UPN. Eh bien, ces deux IUD-ID contiennent donc des identifiants de société. À gauche, c'est l'identifiant de société de la compagnie, enfin de 3M, du fabricant de 3M, et à droite, le LIC, l'identifiant de société de la société Voco. Voilà.
Alors, il arrive fréquemment, il est même assez courant, que une même société, en tout cas les sociétés qui ont une certaine taille, possèdent plusieurs GCP. Euh, voilà, donc vous allez avoir les IUDID de cette société qui vont pas toujours démarrer par le même identifiant de société, mais de fait, ça ne change rien au problème. Deux fabricants ne peuvent pas attribuer le même IUDID. Donc ça, c'est vraiment l'élément fort. Ensuite, hein, l'IUD, c'est un identifiant, bon, je mets des grosses parenthèses, hein, intelligent, qui est partagé. Alors, euh, c'est intelligent parce que en fait, il porte plusieurs types de données agrégées. Et en fait, ces données, si vous voulez, l'IUD structurellement en lui porte les moyens de enfin, comment dire, des éléments d'identification de ces données, puisque ces données sont typées à l'aide de balises. Donc, par exemple, chez GS1, le numéro de l'eau va être typé avec la balise 10, il me semble. Le GTIN avec la balise 01, ainsi de suite. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'identifiant va être matérialisé à l'aide de supports AIDC. AIDC, ça signifie identification automatique et capture des données. C'est un ensemble de technologies qui fait l'objet de, de normes, de standards ISO, IEC. Donc, il peut s'agir de codes barres, hein, de codes barres linéaires, des codes barres matriciels, donc data matrix ou QR code, qui sont deux standards différents de codes barres matriciels. Il peut s'agir également de tags RFID. La RFID, c'est intéressant. Par contre, il faut savoir que dans le cadre du règlement européen, la RFID ne peut venir qu'en complément de support code barre. Euh, de ce fait, donc, grâce à ces supports IDC, l'IVD peut être automatiquement enregistré et les données le constituant vont être finalement chacune enregistrée dans un champ qui va bien, numéro de lot, numéro de série, etc. Tout ça, ça apporte du gain de temps et ça évite les erreurs de saisie manuelle. Enfin, l'IUDID, c'est une clé qui permet d'interroger des bases de données pour récupérer ou, enfin, en tout cas, consulter des informations descriptives hein, sur le dispositif médical, par exemple sa désignation, le nom de son fabricant et ce genre de choses. Ça ne figure pas dans l'IUD, mais par contre, l'IUDID permet de retrouver ces informations dans des bases de données. Et puis, l'IUDID, ça permet, c'est très intéressant, ça permet de recouper des signalements de matériaux vigilance euh, beaucoup mieux que ne le permettaient les références, puisque on a vu, enfin non, on n'a pas vu, on va voir, mais les références étant attribuées par chaque fabricant, parfois par chaque distributeur, on a comme ça une multiplicité d'identifiants pour le même produit, et il est toujours difficile de recouper des signalements quand on ne sait pas de quelle entité on est en train de parler. Alors, il y a également des limites, nous en sommes donc au point 5. Limites de l'IUD. Alors, les limites de l'IUD, elles tiennent à enfin, c'est mon avis, hein, je ne prétends pas détenir la, la, la vérité, mais disons que, bon, je pense que c'est assez factuel, hein, la diversité des standards employés ou employables par les fabricants, euh, donc d'une part les standards de codification, d'autre part des standards de code barre, il y a plusieurs symboles qui sont utilisables. Les données peuvent être concaténées dans un seul code barre, scindées en plusieurs codes barres. Enfin, tout ça, ça va induire une certaine complexité de mise en œuvre. D'abord, complexité probablement pour les fabricants, mais également pour les éditeurs de logiciels qui doivent faire avaler à leur logiciel toutes les règles de non pas un standard, mais potentiellement quatre, même si on sait qu'aujourd'hui en France, bon, il y en a que deux qui sont réellement utilisés. Et puis, ça peut poser également induire des difficultés du côté des utilisateurs à l'hôpital qui vont arriver des boîtes avec des codes barres qui sont jamais les mêmes hein, et on ne sait pas lequel scanner, etc. Euh, Ensuite, il y a une limite qui est liée au choix qui a été fait, mais
qui est tout à fait qu'on peut tout à fait comprendre, hein, qui est finalement de déléguer l'attribution des identifiants aux opérateurs économiques, en particulier aux fabricants. Chaque fabricant est responsable d'attribuer les IUD de ces dispositifs médicaux. Euh, alors certes, en suivant des règles de standard, mais ces règles, je dirais, ont une certaine souplesse d'application, enfin, qui fait qu'en fait, on a une hétérogénéité, on constate une hétérogénéité dans les modalités d'attribution des IUD par les fabricants. On a notamment constaté une multiplication des IUDID chez certains fabricants pour le même modèle de DM, parce que ben, certains fabricants normalement, on devrait avoir un UDID par modèle, hein, bon, et par conditionnement, hein, mais imaginons un conditionnement égal, on devrait avoir un seul UDID. Et les données de production devraient être portées par le numéro de lot, numéro de série, entre autres. On a des fabricants qui attribuent pour un même modèle de DM euh, un UDID différent, des UDID différents selon les usines dans lesquelles ils sont produits. Alors, ils ont tout à fait le droit de faire ça, hein, ça n'est en rien interdit par la réglementation, mais c'est vrai que philosophiquement parlant, je dirais qu'il vaudrait mieux faire porter ces informations au niveau de l'IUD-IP, enfin, c'est cette différence au niveau de l'IUD-IP. Donc, puis il y a aussi des risques de mésusage, hein, certains fabricants qui appliquent mal le standard, hein, voilà, forcément. Euh, voilà. Et puis ensuite, il y a une limite qui est liée à au choix qui a été fait je dirais, par la Commission européenne et on peut, enfin, c'est un sujet qui a été fortement d'actualité ces derniers mois, voire ces dernières années, c'est d'imposer l'IUD, entre autres, aux fabricants, mais seulement pour les dispositifs médicaux marqués CE conformément au règlement. Et de fait, donc, tout ce qui est legacy device, c'est-à-dire les DM marqués conformément aux directives, échappe à cette obligation. Et je crois que la date de validité certificat a été repoussée en 2027 ou 2028. Donc, jusqu'à ces dates-là, on va, je crois que c'est en fonction de la classe de risque, donc jusqu'à ces dates-là, ben, on va avoir potentiellement sur le marché des DM qui sont soumis à l'IUD, d'autres qui ne le sont pas, donc qui n'ont pas forcément d'IUD. Voilà. Pour ce qui concerne les DM implantables, on observe quand même que les fabricants jouent largement le jeu et on a, pour la très grande majorité des implants aujourd'hui, qu'ils soient legacy device ou pas, on a des IUD. Alors, ça c'est un point qui me paraît intéressant, ce sont les principales causes d'erreur que vous pouvez rencontrer à l'hôpital, par exemple, au moment où vous scannez un code barre. C'est-à-dire que vous scannez un code barre et ben, vous devriez pouvoir récupérer automatiquement des informations, et bien vous ne les récupérez pas. Alors ça peut être lié à des problèmes à différents niveaux et c'est pas forcément facile je dirais à- à diagnostiquer quoi. Donc il peut s'agir d'un mésusage des standards par le fabricant. Il peut s'agir également de valeurs encodées donc qui sont absentes ou erronées. Par exemple, il peut arriver que sur le code barre, par exemple, vous ayez une date d'expiration qui ne corresponde pas à la date d'expiration indiquée par ailleurs sur l'étiquetage. Il peut aussi s'agir d'IUD IP incomplet, c'est-à-dire par exemple un DMI actif qui ne comporte pas dans son code barre de numéro de série. Voilà. J'avoue que le deuxième point, il est purement virtuel. On ne m'a jamais remonté ce cas de figure. Mais bon, il pourrait se présenter. Il peut s'agir également d'un problème de paramétrage de votre douchette, hein. Par exemple, votre douchette ne restitue pas les caractères séparateurs et donc dans votre logiciel, vous récupérez un numéro de lot au lieu de récupérer un numéro de lot et un numéro de série, ou inversement. Il peut s'agir d'un problème en fin d'analyse de la chaîne de caractères par le logiciel. Si votre logiciel, si votre éditeur de logiciel n'a pas implémenté dans son logiciel les règles correspondant, par exemple, aux spécifications HIBC, eh bien, il est clair que quand vous allez scanner un code barre HIBC, votre logiciel, il ne va pas savoir quoi en faire.
Alors, le mésusage des standards, peut se décliner en plein de modalités différentes. Par exemple, vous pouvez avoir des dates d'expiration de fabrication qui sont encodées, qui ont été encodées par le fabricant dans un format qui n'est pas le bon. Par exemple, le format année-année, année-année, mois-mois, au lieu du format année-année, mois-mois, jour-jour, qui est exigé par le standard. Il peut s'agir aussi d'un mésusage des balises. Par exemple, le fabricant va utiliser la balise 01 pour encoder non pas un GTIN, mais une référence commerciale. Il peut s'agir de l'utilisation du mauvais standard de code barre. Donc bon, là c'est très technique, mais en gros, en fait, il n'existe pas un standard data matrix, mais plusieurs standards. Enfin, il y a un standard, mais plusieurs, on va dire, variantes. Et il y a une seule variante qui est utilisable pour encoder une chaîne de caractères GS1 avec les balises. Voilà. Et il ne faut pas utiliser les autres variantes. Enfin, il peut y avoir omission par le fabricant du séparateur GS1 après un champ de longueur variable. Donc, il y a d'autres cas hein, de figures qui peuvent se présenter. Alors ça, c'est vraiment j'ai noté pour les geeks. Je voulais faire un quiz et puis bon, j'ai pas eu le temps, mais donc c'est une chaîne de caractères hein, que vous recevez quand vous scannez le code barre et en fait, elle comporte des erreurs. Donc, je vous laisse peut-être voilà, 5 secondes pour l'observer. Donc, cette chaîne de caractères, déjà, il y a une erreur qui, moi, me saute aux yeux. C'est normal, j'ai préparé la diapositive. Ce sont les parenthèses qui ont été encodées dans la chaîne de caractères. Ce que je vous disais tout à l'heure, les parenthèses ne doivent pas être encodées dans la chaîne de caractères. Il y a une autre erreur qui est plus vicieuse, je dirais, qui est d'ailleurs, quand on doit expliquer au fabricant qui s'est trompé à ce niveau, c'est assez compliqué à lui expliquer. En fait, le fabricant a encodé sa chaîne de caractères dans un code barre data matrix, mais qui ne correspond pas à la variante qui est requise dans les specs GS1 pour encoder des balises. Voilà. Donc, donc ça, normalement, si le programme est intransigeant et s'il est parfaitement sécurisé, eh bien, il va vous dire que cette chaîne de caractères, il ne peut pas l'analyser. Voilà à quoi devrait ressembler la chaîne de caractères si elle était correctement encodée. Crochet des deux, ça correspond à une data matrix, mais la variante autorisée par GS1, et puis les balises sans les parenthèses. Je précise que j'ai mis des espaces, hein. J'ai ajouté des espaces dans la chaîne de caractères, vraiment pour des besoins de lisibilité, mais ces espaces, bien sûr, il ne faut pas les encoder, enfin, les fabricants ne doivent pas les encoder. Un autre exemple, alors celui-là, qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, donc là, il y a une balise 01, une balise 17, une balise 10, mais vous voyez que derrière la balise 17, il y a une date d'expiration qui, au lieu d'être au format année-année, mois-mois, jour-jour, est au format année-année, année-année, mois-mois, jour-jour. Voilà. Donc, la bonne chaîne de caractères, ça aurait été celle-ci. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est pareil, hein. Un logiciel qui serait intransigeant, il vous dirait, ah ben, il y a un problème au niveau de la date d'expiration. Voilà. Mais on peut imaginer que dans certains cas de figure, le logiciel, il va se faire avoir. Euh, voilà. Si, par exemple, le fabricant avait, je ne sais pas, encodé sous la forme 31 08 27, eh bien, le logiciel aurait pu comprendre que c'était la date de péremption, c'était en 2031, alors qu'en réalité, c'était en 2027. Voilà. Voilà. Septième point, un petit plus accessoire, hein, mais c'est quoi la différence entre un code GTIN et un code NTIN? Alors, GTIN, ça veut dire Global Trade Item Number. NTIN, ça veut dire National Trade Item Number. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un NTIN, c'est un identifiant unique, et c'est un identifiant unique national, et de ce fait, il n'est pas utilisable comme IUDID. Il est affecté, cet identifiant, par un organisme national qui a contracté un partenariat avec GS1. GS1 délivre à l'organisme national un identifiant de société, et l'organisme national attribue donc lui-même les NTIN pour le compte de ses clients qui sont, on va dire, les fournisseurs au sens large.
Donc, les organismes nationaux, donc, par exemple en France, c'est le CIP-ACL. En fait, ils avaient initialement des codes ACL7 et des codes CIP7, mais d'une part, il y avait des risques d'arriver à saturation de leur code, et d'autre part, ils souhaitaient alors, je n'ai jamais travaillé chez CIPACL, mais j'imagine, je suppute un peu, mais je pense que ça doit être ça. En fait, ils souhaitaient pouvoir faire porter leur code dans des codes barres, dans des structures également syntaxiques, utilisant les règles de GSE. Et donc, finalement, le NTIN, il a un format de GTIN13. Il est encodable dans un code barre EN13, ce sont les codes barres que vous retrouvez dans la grande distribution, ou tout autre code barre GSE, les GSE 128, GSE Data Matrix, etc. En France, on a deux NTIN, peut-être trois en comptant les codes UCD, le code ACL13 et le code CIP13. Et vous avez là un exemple de code ACL13. Vous voyez le préfixe ACL3401 qui est délivré par GS1, qui était délivré par GS1 à ACL. Voilà, le 0, ça correspond à un numéro de catégorie. Et je crois que le 0, c'est pour les dispositifs médicaux. Et puis ensuite, vous avez le code ACL7 et une clé de contrôle. Voilà, je précise que le CIP-ACL n'a plus le droit depuis 2016 d'attribuer des codes ACL13, puisque le partenariat a été arrêté par GSM. Voilà. Ou par ACL, enfin, en tout cas, il n'y a plus de partenariat depuis 2016, mais néanmoins, vous pouvez trouver encore ce type d'identifiant sur des anciens dispositifs médicaux qui sont généralement qui sont rattachés au circuit de ville. Voilà. Alors, quelle est la différence entre IUDID, Basic IUDID, Master IUDID? Alors, donc l'IUDID, ça vous connaissez, d'ailleurs, ça n'est pas propre à l'Europe, hein, ça existe aussi aux États-Unis, et c'est vraiment le cœur du système d'identification unique, hein. Le Basic IUDID, ça c'est un truc spécifique à l'Europe, hein. Et on verra que le Master IUDID aussi. Alors, euh, quelle est l'entité qui est identifiée par chacun de ces deux codes? Dans le cas des UDID, c'est l'unité commerciale, hein, c'est-à-dire un modèle de DM dans un conditionnement, prêt à être finalement vendu. Et le Basic UDID, lui, il identifie une gamme de produits. Donc, imaginons que chez Fast, on décide de produire des pansements, ce qui n'arrivera pas, mais on a une gamme de pansements hydrocolloïdes, hein, avec trois déclinaisons pour trois tailles différentes. Et la seule distinction entre les trois boîtes de pansements, ce sera vraiment la taille du pansement. Eh bien, on attribuera un seul Basic IUDID à cette gamme, et par contre, un IUDID pour chaque boîte. Donc, donc 3 IUDID, un pour chaque taille. Alors, le champ d'application, c'est tous les DM, on verra sauf exception, hein, pour l'IUDID. Et le basique IUDID, c'est tous les dispositifs médicaux tout court. Alors, quand je dis tous les DM, hein, c'est marqué CE conformément au règlement, et puis hors DM sur mesure. Mais DM sur mesure, c'est vraiment très, très restreint, la notion de DM sur mesure. Et on va voir que ça a posé un problème. Donc, en matière de traçabilité, ben, l'IUDID, bien sûr, c'est un identifiant de traçabilité. Le basique IUDID n'est pas un identifiant de traçabilité. L'IUDID, on le retrouve dans les codes barres apposés par les fabricants, ce qui n'est pas le cas du basique IUDID. En matière de format, l'IUDID, on a vu qu'il y avait 4 formats, notamment le code GTIN. Et le basique IUDID, ben, on va avoir d'autres formats, notamment chez GS1, le code GMM. Je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec GS1, mais bon, c'est vrai que étant le standard le plus utilisé, voilà, je parle préférentiellement de celui-ci. Euh, enfin, il y a donc plus récemment, en fait, alors ce qui s'est passé, donc pourquoi le master IUD, c'est tout simplement parce que ça, les fabricants, je pense, connaissent bien le sujet. En fait, il y a donc la base de données européenne des dispositifs médicaux dans lequel les fabricants doivent enregistrer, ou ça n'est pas encore obligatoire, mais à terme devront enregistrer
tous leurs dispositifs médicaux. Et en gros, chaque modèle et chaque unité commerciale de dispositif médical devrait être enregistré dans EDAMED. Sauf les DM sur mesure, mais les DM sur mesure, c'est en caricaturant, c'est vraiment un DM qui a été créé pour un patient donné dans un atelier, enfin j'exagère, mais c'est vraiment très réduit. Or, il y a plein de produits aujourd'hui qui se déclinent en de multiples versions, possiblement une infinité de versions, en fonction des mesures réalisées sur un patient, mais qui ne sont pas considérés comme des DM sur mesure dans le cadre du règlement. Ces DM, de fait, il faut les enregistrer dans EUDAMED. Et donc, ce qui se profilait, c'est un EUDAMED qui allait arriver à saturation, puisque certaines gammes de produits sont très individualisé. Je pense aux lentilles intraoculaires, hein, certaines DM bien sûr fabriquées sur mesure, certes pas au sens du règlement, mais quand même, hein, en fonction de mesures effectuées sur un patient. Et donc, la Commission européenne a réalisé que ça allait poser des problèmes techniques au niveau de EUDAMED. Et donc, ils ont, je dirais, engagé des discussions avec les fabricants et bien sûr les organismes de standardisation. Il en est sorti ce concept de Master IUDID qui est pas totalement posé encore, puisqu'il y a un projet de règlement, mais qui n'a pas encore été adopté. Et puis surtout, on va voir que le format du Master IUDID n'est pas bien défini. Alors, ce Master IUDID, il va être utilisé pour identifier la gamme de DM. En fait, ils tiennent lieu d'IUDID, donc ils remplacent les UDID, si vous voulez, pour certaines DM hautement individualisées qui doivent être. En fait, on est vraiment sur une procédure d'exception, c'est-à-dire que pour qu'une catégorie de DM soit concernée par le Master IUDID, il faut qu'elle fasse l'objet de la publication d'un règlement délégué. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a que les lentilles de contact qui ont fait l'objet de ce règlement. On peut imaginer que les lentilles intraoculaires vont également être concernées, hein, puisqu'il y a énormément de déclinaisons en fonction notamment de la puissance optique, hein. Voilà. Alors, c'est un identifiant qui va jouer le rôle de l'IUDID, hein, donc traçabilité. Et puis, il sera apposé au niveau des codes barres et son format reste à définir. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a des similitudes finalement entre on va dire que le master IUDID, c'est une sorte de mix entre l'IUDID et le basic IUDID, mais il ne remplace pas le basic IUDID. Voilà. Alors tout ça, c'est pour des raisons techniques, hein, quand un fabricant enregistre dans EUDAMED, il doit enregistrer d'abord le basic IUDID du DM et ensuite son IUDID. Eh bien, pour les DM concernés, il enregistrera le basic IUDID puis le master IUDID. En tout cas, a priori, c'est comme ça que ça se profile. Mais voilà, c'est pas encore totalement posé. J'imagine qu'à un moment donné, il y aura un guide MDCG qui sera publié par la Commission européenne. Voilà, donc je vais parler un petit peu de nous, ce qu'on fait chez FAST pour terminer. Donc, on accompagne les hôpitaux, mais également les éditeurs dans la mise en œuvre donc, de leurs obligations pour les hôpitaux d'enregistrement de l'IUD. Donc là, vous avez l'illustration que je vous avais montré en début de présentation, avec les différentes étapes d'enregistrement de l'IUD à l'hôpital ou chez un distributeur, peu importe, hein. Euh, Nous, on va s'adresser aux hôpitaux. Donc, en fait, il y a un problème que je n'ai pas abordé, c'est comment le logiciel va-t-il faire le lien finalement entre les données de traçabilité capturées à partir du code barre et la fiche décrivant le modèle du dispositif médical qui a été scanné. Et en fait, ce lien, il va se faire grâce à l'IUDID. Donc ici, le code GTIN. Je vous ai dit que c'était une clé d'accès qui permettait d'interroger des bases de données. En l'occurrence, dans le catalogue CIODM, on référence les dispositifs médicaux et on leur associe tous les systèmes de codification employés par les fournisseurs, donc bien sûr les références commerciales, mais également les IUDID. Donc, le GTIN ici va pouvoir être retrouvé dans le code barre, va pouvoir être utilisé comme un critère de recherche dans CIODM. Ça va permettre de retrouver la fiche CIODM et donc indirectement la fiche du DM au niveau du logiciel de l'établissement. Alors, on propose aux établissements de santé ce catalogue CIODM, mais
autour de ce catalogue, vous voulez, on complète avec des services, hein, plus précisément des web services, hein, donc sous forme d'API, donc qui collectivement va leur donner le nom de STS, hein, mais STS, c'est finalement plusieurs, je vais parler en termes un peu techniques, mais plusieurs API qui vont, vous voyez, permettre, hein, qui peuvent être intégrés par les éditeurs dans leur logiciel et qui vont permettre de couvrir, d'assurer une couverture plus large, hein, vous voyez, du processus, puisque ça va prendre en charge à la fois l'analyse de la chaîne de caractères. En fait, en gros, le logiciel va récupérer, le logiciel de l'établissement va récupérer la chaîne de caractères acquise par la douchette, hein, va la transmettre, hein, à une API de STS, hein, qui va réaliser l'analyse de cette chaîne de caractères, renvoyer le résultat de son analyse, hein, et en profiter également pour rechercher la fiche du modèle de DEM qui a été scanné dans CIODEM et renvoyer l'identifiant CIODEM de la fiche. Donc ça, c'est pour les geeks. Je pense que c'est une présentation dont certaines parties s'adressent effectivement aux personnes assez, au profil assez technique, hein. Donc, en fait, l'API multicritériat, c'est une API qui va prendre en paramètres d'entrée un certain nombre de paramètres susceptibles de permettre la recherche d'un dispositif médical. Donc, ces paramètres, par exemple, il peut s'agir d'une chaîne de caractères acquise par une douchette. Et donc, l'API va renvoyer un résultat avec, hop, les différentes données contenues dans la chaîne de caractères sous une forme structurée, donc avec des balises, low, normalized expiry. Alors, ce sont des balises XML, hein, rien à voir avec les balises dont je parlais pour les issuing agency. Et vous voyez, en bas, vous avez l'IUDID ou UDIDI en anglais, et vous avez l'identification de l'issuing agency, en l'occurrence GSM. Et ensuite, enfin, en fait, tout ça s'est fait en même temps. Eh bien, l'API, elle prend le GTIN qui a été trouvé, ou l'IUDID de manière plus générale, et elle va s'en servir pour rechercher la fiche CIODM du modèle de dispositif médical scanné, et elle renvoie le résultat. Voilà. Donc tout ça, c'est un seul finalement flux XML, hein, pour les, les techniques. Voilà. Et dans les infos CIODM, vous avez, eh bien, vous voyez ce code qui est un code sur 7 caractères, qui est ce qu'on appelle le code CIODM, hein, qui est le code qui est utilisé pour identifier les produits dans le catalogue CIODM et auxquels sont agrégées après toutes les autres informations descriptives du DM, notamment, vous voyez, la désignation. Voilà, dernier point, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Donc, quelle est la différence entre une référence commerciale, un IUDID et un code CIODM? Donc, l'entité, alors là, c'est pas l'entité désignée, hein, c'est l'entité qui attribue le code. Eh bien, pour une référence commerciale, il va s'agir du fournisseur au sens large, hein, c'est-à-dire les fabricants, les distributeurs. L'IUDID, eh bien, est attribué, et ça c'est réglementaire, par le fabricant, entendu au sens du règlement européen. Le code CIODM, c'est un code qui est attribué par la société FAST, pour laquelle je travaille. Alors, en matière d'unicité, hein, unicité entendue au sens où deux DM différents, deux modèles de DM différents ne peuvent pas être identifiés par le même IUDID, ou par le même identifiant. Voilà. Donc, les références ne portent aucune garantie d'unicité puisque chaque opérateur économique, hein, euh, eh bien, attribue des références en suivant ses propres règles et sans coordination avec les autres fabricants. Donc il y a nécessairement des recouvrements et je sais que dans notre catalogue, par exemple, si il est très fréquent de rechercher des références, si ce sont des références courtes, et d'avoir plein de résultats en fait. L'IUDID, bien sûr, je ne vais pas y revenir dessus, mais il est tout à fait unique, hein, c'est sa raison d'être, hein. Le code CIODM est unique. Alors, ça n'est pas une unicité qui est garantie structurellement comme dans le cas de l'IUDID, mais c'est une unicité qui est garantie par le fait que le code CIODM est attribué par
une seule organisation, en l'occurrence FAST, qui a des règles et qui les respecte et qui donc garantit cette unicité. Le format, eh bien, les formats sont hétérogènes pour les références commerciales. Donc, il y a des fournisseurs en longueur, en composition. Enfin, vous voyez bien, ça, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Les références que vous recevez d'un fournisseur à l'autre sont pas les mêmes. Parfois, chez un même fournisseur, avec des rachats, il y a plusieurs formats qui sont utilisés. Voilà. Dans une moindre mesure, mais quand même, les IUDID ne sont pas tout à fait homogènes en termes de format, puisqu'il y a plusieurs formats employables. Le code CIODM est homogène puisque on a une seule règle d'attribution pour tous les dispositifs médicaux référencés dans notre catalogue. Alors, la robustesse, c'est-à-dire entendu au sens de est-ce que l'identifiant garde la même forme d'un support à l'autre, c'est-à-dire dans des catalogues, sur les étiquettes, etc. Alors, pour les références, c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas. Vous allez avoir en fonction des supports des références avec tiret, sans tiret, pour le même dispositif médical, avec des zéros devant, sans zéro devant. Parfois, c'est pas des tirets, c'est des slash ou des points ou des voilà. Donc, vous avez des références qui changent dont le contenu n'est pas finalement pas très robuste. L'IUDID, c'est robuste, notamment grâce à des clés qui permettent de s'assurer de l'intégrité du code. Et le code CIODM est robuste. Alors après, c'est vrai que le code CIODM a moins de contraintes que notamment la référence, puisqu'il n'apparaît pas sur les étiquetages. Alors, en matière de stabilité, c'est-à-dire est-ce que l'identifiant va rester identique à lui-même au cours du temps? La référence, je dirais qu'on n'a pas de garantie à ce niveau. Il y a certains fabricants qui vont avoir des références très stables dans le temps et d'autres non. L'IUDID, eh bien, on aurait pu croire que oui, mais en fait, on se rend compte qu'en pratique, l'IUDID, pour un même modèle d'EDM, chez certains fabricants, il peut varier. Parfois, on peut avoir plusieurs IUDID qui coexistent pour un même modèle. Je parlais du cas des IUDID différents attribués en fonction des usines de fabrication. Bon, voilà, là, il y a vraiment des variations d'un fabricant à l'autre. Voilà, nous, on garantit la stabilité du code IUDID. Le périmètre, c'est un périmètre qui est national ou international pour les références, ça va dépendre. Il est résolument international pour les IUDID. Et pour les codes CIODM, on est sur un périmètre actuellement, en tout cas aujourd'hui, qui est national. Euh, alors, pour quel usage? Alors, l'idée, c'est pas de dire que le code CIODM est mieux que les deux autres identifiants. On n'a pas du tout la prétention de dire ça. D'ailleurs, ce serait une grossière erreur. Ce sont en fait trois identifiants qui, quelque part, se complètent parce qu'ils répondent à des usages différents. La référence commerciale, c'est un identifiant qui est utilisé, je dirais, par les fabricants pour communiquer auprès de leurs clients sur leurs produits. Presque ça joue le rôle de marque, les références commerciales, puisqu'elles sont constituées d'éléments souvent agrégés, elles ont un sens, ces références, bien souvent. Elles sont mémorisables par les clients et donc ça facilite la communication entre le fournisseur et ses clients. L'IUDID, c'est un identifiant qui est réglementaire, qui est, qui est utilisé pour la logistique et bien sûr la traçabilité. C'est un identifiant qui est tout à fait fondamental aujourd'hui dans le circuit des dispositifs médicaux et dans la sécurité via la mise en œuvre des procédures de matériaux-vigilance. Alors, le code CIODM, c'est un code qui, d'abord, permet d'interroger le catalogue CIODM. Euh, les établissements utilisant CIODM ont dans leur fiche produit le code de leur logiciel qui est appairé au code CIODM, ce qui permet à leur logiciel de savoir dans quelle fiche CIODM il va devoir aller, je dirais, rechercher les informations qui l'intéressent, notamment les codes LPP. Voilà. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième, c'est que le code CIODM il peut être vu comme un code de consolidation. C'est-à-dire que par rapport à cette variabilité, cette instabilité, on peut dire, cette labilité des références des IUDID, eh bien, le code CIODM est plus stable. Et en fait, si plusieurs IUDID sont attribués à un même modèle, eh bien, ces différents IUDID seront agrégés autour d'un même code CIODM. Et c'est bien au niveau de l'établissement, ce qui intéresse l'établissement, ça n'est pas l'IUDID
enfin, pour les besoins de traçabilité, bien sûr, mais du point de vue du besoin des utilisateurs, le fait que l'UDID change en fonction de l'usine, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, il y a une seule fiche dans le logiciel de l'établissement et donc nous, on s'adapte aux besoins des établissements. Donc, on regroupe les infos dans une seule fiche CIEDM. Voilà. Je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop long. Je n'ai pas du tout regardé la montre, hein. J'ai été très long. Euh, j'ai été très très long. Alors, il y a un sondage. Hop. N'hésitez pas à dire si vous n'avez pas été satisfait. Il y a pas de possibilité de dire pas du tout satisfait. Euh, je ne sais pas si on a le temps si on peut quand même. Est-ce que j'ai le temps de répondre à quelques questions? Ah oui, alors, comment visualiser les séparateurs non imprimables pour comprendre si le problème. J'ai 5 minutes, j'ai 5 minutes. Je peux dépasser un petit peu, Agnès ou Dominique? Oui, 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 vous pouvez. Ça marche. Bon, encore désolé pour ce retard. Donc, comment visualiser les séparateurs? Là, j'ai une question sur donc comment on fait pour visualiser les séparateurs non imprimables pour comprendre si le problème vient du code barre lui-même, mauvais paramétrage de la douchette ou du logiciel. Euh, En fait, le mieux, c'est d'avoir une douchette correctement paramétrée et un logiciel correctement paramétré. Comment dire, pour être sûr, nous, si vous voulez, des établissements nous envoient de temps en temps des codes barres un peu avec des problèmes. Et en fait, on a une douchette, on sait qu'elle est bien paramétrée. Donc, on lit le code barre, hein. Si notre douchette ne renvoie pas de séparateur, ben, on sait que, a priori, le séparateur n'était pas dans le code barre. Donc, on a un problème d'encodage. C'est sûr qu'après, si votre douchette est mal paramétrée, ben, vous n'allez pas savoir d'où vient le problème. Encore que, non, ben non, oui, vous risquez d'être embêté. Ben, le mieux, c'est d'abord d'écarter le paramétrage, hein. Je pense que vous pouvez voir avec vos fournisseurs de douchettes et votre service informatique, peut-être avec vos éditeurs aussi. Mais il y a des procédures pour paramétrer des douchettes et notamment vérifier que je n'ai jamais paramétré de douchette, mais j'ai un collègue qui le fait. Et j'imagine qu'il y a des tests pour vérifier que la douchette restitue correctement les caractères séparateurs. Voilà. Voilà. Et puis après, le logiciel, ben, si vous savez que votre douchette, elle est bonne, hein, d'abord, si votre douchette renvoie le. Alors, oui, parce qu'en fait, ce sont des caractères non imprimables aussi. Alors, si votre douchette n'est pas paramétrée pour convertir les caractères imprimables en caractères, les caractères non imprimables en caractères imprimables, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un notebook, un, comment ça s'appelle, un éditeur de texte, par exemple Notepad++ ou Bloc-Notes, hein. L'idéal, ce serait, enfin, c'est pas pour faire de la pub, mais Notepad++, c'est très bien. Et en fait, dans Notepad++, les caractères non imprimables, ils apparaissent. Donc, vous ouvrez Notepad++, vous placez le curseur de la souris sur Notepad, dans le document de Notepad++, sont des fichiers texte, et vous scannez. Et là, vous regardez si le séparateur, s'il y a un truc qui apparaît dans la chaîne de caractères entre, par exemple, le numéro de lot et le numéro de série. Voilà. Si ça apparaît pas, a priori, c'est qu'il y a un problème d'encodage. Si ça apparaît, alors, non, si ça apparaît pas, ça peut être un problème d'encodage ou votre douchette qui n'est pas paramétrée correctement. Donc, c'est vrai que c'est important d'abord s'assurer que la douchette est bien paramétrée. Moi, c'est ce que je vous conseillerais. Voilà, j'espère que voilà, c'est peut-être pas très clair, mais c'est vrai que c'est un peu complexe comme sujet. Euh, Quand un DM change de fabricant de distributeur et dans la mesure où il reste physiquement identique, est-il réencodé complètement ou change-t-il juste de racine fabricant? Euh, alors ça, franchement, je serais pas. C'est très complexe. C'est comme sujet. Je vais pas me lancer là-dedans. Il faudrait poser la question à une issuing entity, comme par exemple HDS1, qui sera euh, beaucoup plus. Je crois que Donc, en fait, sérieux, ça, hein.
En fait, ça dépend. Si un fabricant rachète entièrement toute la production d'un autre fabricant, je pense qu'il peut reprendre son identifiant de société. Euh, mais je suis pas. Mais il y a certains cas où il est obligé de changer. Donc c'est un peu, ça, c'est un sujet un peu compliqué. Voilà. Un acte Dominique Thibault me dit que un acte d'exécution plutôt qu'un guide MEDEF. Oui, bah, il y a un règlement, effectivement, en fait, c'est un règlement délégué qui est un projet de règlement. Je pense que c'est par rapport au master IUDID. Dominique, hein, je pense que c'est là-dessus que vous interveniez. Donc, il y a un projet de règlement délégué qui a été publié par la Commission européenne, qui est en voie d'adoption. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y aura un guide. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un guide MDCG qui soit publié à un moment ou à un autre pour expliquer, éclairer plus précisément les modalités d'attribution du Master IUD. Mais franchement, vous êtes probablement mieux informé que moi sur ce sujet-là. Quel comportement adopté par l'utilisateur en cas d'échec de lecture? Alors, je sais que ben, l'idéal, c'est d'avoir effectivement au sein de l'établissement quelqu'un qui comprenne un peu, qui soit capable de faire une petite analyse. Après, si vous êtes adhérent chez CIOD, chez FAST, vous pouvez nous envoyer vos codes barres et on fera une petite analyse et on pourra vous dire si le code barre est bien encodé, à minima. Après, s'il est bien encodé, on ne pourra pas vous dire si votre problème vient de votre douchette, de votre logiciel, parce que ça, c'est plus compliqué. Je sais qu'Euroformat met aussi à disposition, enfin, il y a un canal qui passe par, je crois que vous avez la possibilité d'envoyer à la DGOS des codes barres qui présenteraient, selon vous, des erreurs, ou en tout cas qui vous auraient posé des difficultés. Mais je ne sais plus à quelle adresse il faut l'envoyer. Peut-être une personne d'Euroformat pourra apporter des compléments là-dessus. Ensuite, le format IUD pourra-t-il évoluer pour intégrer la famille Eudamed, par exemple le regroupement des DM proches sous une même racine? Euh, alors, est-ce que vous parlez de la famille Eudamed ou la famille EMD, ou vous parlez de MDN? Euh, Mais on voit qu'en tout cas, il y a certains DM hautement individualisés qui vont, comme les lentilles de contact en premier lieu, pour lesquels l'IUD-ID ne sera plus un identifiant d'unité commerciale, mais ce sera un identifiant de gamme et on l'appellera le Master IUD-ID. Moi, je m'excuse, je réponds très vite, mais il y a la lecture de code barre hein, bloquante pour une pause au bloc, possibilité de saisie manuelle pour tracer, quitte à régler le souci avec le. Oui, oui, en effet, oui, 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 tout à fait. Si vous pouvez pas scanner le code barre, il faut quand même, l'essentiel, c'est quand même de tracer les éléments, effectivement, le numéro de lot, etc. Mais c'est pas. On peut penser qu'en saisissant à la main les infos qui sont sous le code barre, en fait, on fait la même chose que si on douchait le code barre, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut être prudent avec ce type de pratique, hein. Il faut les réserver à des cas vraiment de pratiques, comment on appelle ça, dégradées. Si l'IUDID est reconnu CIODEM et que le premier n'est pas fixe dans le temps, comment peut-on associer une fiche DM de façon fixe? Oui, tout à fait. On a une mise à jour régulière. Alors, j'en ai pas trop parlé. En plus, je sais qu'il y a pas mal de fabricants qui s'étaient inscrits au symposium. Nos catalogues, ils sont alimentés à partir des données, mais je crois que je l'ai dit, des tutelles et également en grande partie pour ces IODM, hein, à partir des informations qui nous sont transmises par les fournisseurs, notamment qui nous transmettent les UDID de leurs produits. Voilà. Oui, voilà, c'était donc MDN. Ah, alors l'adresse hein, que indique Dominique Thibault, mais je ne sais pas si vous voyez les questions-réponses. Bon, c'est dgos-iud@santé.gouv.fr. Voilà. Merci Dominique. Là, et dernière question, quels sont les apports de face par rapport à Exosmed? Alors, en fait, on a une identité qui est assez différente de celle d'Exosmed. Je ne peux pas rentrer dans les détails de l'historique de FAST, mais on se positionne vraiment, notre cœur de métier, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc, on travaille depuis très longtemps avec les éditeurs de logiciels. FAST a édité le premier, on peut dire, standard d'interopérabilité sur le circuit des médicaments il y a plus de 20 ans, qui s'appelle le standard PN13,
qui est aujourd'hui encore assez largement employé par les éditeurs de logiciels, de l'app et de l'AD. Voilà. Après, donc il est clair qu'il y a un certain nombre de recouvrements entre nos activités et celles d'Exosmed, mais je dirais qu'il y a cette différence qui est pas anodine on va dire qu'on n'a pas le même ADN, le même cœur de métier. Voilà. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Euh, voilà, donc je suis désolé, on a bien dépassé. Merci. Euh, Ok, bon, ben je sais pas, je suppose que je sais pas si c'est moi qui clôture la session ou si vous reprenez la main, Dominique ou Agnès. Étienne, vous pouvez clôturer. Ouais, ok, très bien. Vous avez fait le petit sondage, c'est bon? Ouais. Oui, je vous enverrai les rapports, oui, par la suite. Ok, très bien. Bon, voilà, j'espère que chacun a trouvé son intérêt dans ce webinaire. Euh, si vous avez Allez, des questions, bonne journée, au ouais, revoir. je crois qu'on vous entend, Agnès, encore. Mm, Euh, Pas moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse ciodm@fast.fr. Voilà, je vous souhaite à tous bon appétit, enfin, pour ceux qui n'ont pas mangé, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Agnès. Merci Étienne, merci, au revoir.